Très heureuse, Madame, Messieurs, de vous savoir. Très nombreux rendez-vous de votre magazine Info 7. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. L'actualité de la semaine dans ce numéro, nous allons revenir notamment sur cette proposition de loi de Noël Tchani. Nous allons également jeter un regard sur ces suspensions au sein des entreprises de l'État. Madame, Messieurs, nous allons également parler de la publication du calendrier électoral par la Chambre basse du Parlement. Mais également, Madame, Messieurs, nous allons parler de certaines questions d'actualité au cours de cette semaine. Bienvenue à tous. Et pour en parler, nous recevons pour vous le président de la Confédération démocratique du travail. Il est également président de l'intersyndicale du Congo. Lui, c'est Monsieur Guy Coucou, à qui nous disons déjà bonjour et bienvenue. Merci, Nara. Monsieur Guy Coucou, cette année, vous avez célébré le 31e anniversaire de votre syndicat, de votre structure, la Confédération démocratique du travail. Mais avant d'en parler, c'est aujourd'hui, ce dimanche, que le corps sans vie du cardinal Laurent Mosengo a regagné la capitale de la République démocratique du Congo. L'actualité l'oblige. Qu'est-ce que vous retenez comme souvenir de cet homme, le cardinal Laurent Mosengo, qui a joué un grand rôle dans l'histoire de la République démocratique du Congo? Il était également ancien président de la Chambre basse du Parlement. Oui, merci beaucoup d'abord pour votre invitation. Je crois que pour Mosengo, pour tout Congolais et surtout de notre génération, Mosengo c'est un prêtre, mais un prêtre pas comme d'autres dans notre pays. C'est un prêtre qui a un peu joué le rôle que Martin Luther King a joué aux États-Unis d'Amérique à l'époque de la ségrégation raciale. Mosengo a été de tous les combats un homme d'église qui savait enlever sa soutane pour se mouiller. Et il avait le courage d'aborder certaines questions et d'affronter certaines réalités ensemble avec les autres Congolais, bien sûr, qui sont des politiciens de la société civile, mais aussi un Congolais qui savait, un prêtre qui savait faire la part des choses. Qui savait faire la part des choses. Oui, entre Qu'est-ce que ça veut dire? Entre les devoirs sacrés, c'est-à-dire un prêtre de l'Église, mais aussi comme citoyen. Il savait dire, il savait faire en tant que prêtre, et il savait aussi dire en tant que citoyen congolais, parce qu'avant d'être prêtre, on est d'abord citoyen congolais. Et il a joué vraisemblablement un bon rôle en assumant des responsabilités et parfois donner la voix de l'Église là où tout le monde se taisait, là où toutes les églises se taisaient. Mais en tout cas, Mosengo, on retiendra pour l'histoire récente que les élections qui viennent d'avoir lieu, la pacification pacifique du pouvoir, l'alternance démocratique, c'est l'Église catholique qui a porté ça. Ça, il faut qu'on se le dise. Souvenez-vous, il y a une phrase célèbre que les médiocres dégagent. C'est une phrase qui avait fait la ronde du monde. Le tour de la RDC comme le tour du monde. Voilà, donc c'est lui. Et dans ses diatribes, il n'arrêtait pas chaque fois à lancer certains mots. Donc c'est un homme qui mérite des hommages dignes de son rang. Tout à fait. En tout cas, toute la nation doit lui être reconnaissant. Et c'est un homme qui a été extrêmement intelligent, vous savez, non seulement pour la RDC, mais pour l'Église catholique. Il a été un des ministres du pape. Vous savez que le pape dirige avec la collaboration de certains ministres de Dieu qui sont à travers le monde. Et Mosengo a été du gouvernement, du pape actuel qui est là. Il a joué les rôles et il l'a su dans une intelligence inouïe à introduire aussi Fridolin, l'actuel cardinal. L'actuel archevêque de Kinshasa. C'est Mosengo qui l'a introduit auprès du pape et qui a réussi à avoir sa nomination en tant que telle dans une période où l'Église catholique était en guerre avec le pouvoir de Kabila, souvenez-vous. Donc c'est un monsieur, c'est un prêtre qui a su jouer
un rôle capital. Et à l'époque de Mobutu, c'était la même chose. Lorsqu'il fallait passer de la dictature à la transition, Monsengo a joué aussi le même rôle. Souvenez-vous, si vous avez encore de bons souvenirs, c'était lui l'homme de la troisième voie. Il a créé... Donc vous gardez beaucoup de souvenirs de cet homme. Oui, bien sûr. Voilà, madame, messieurs, c'est un rappel, c'est le dimanche dernier que le cardinal Laurent Monsengo a quitté la terre des hommes. C'était donc à 81 ans. Il mérite donc des hommages dignes de son rang. La Confédération démocratique du travail a totalisé cette année, l'année 2021, 31 ans d'existence. Qu'est-ce qu'on peut retenir également de cette structure, ce syndicat? Oui, je pense que 31 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une organisation et surtout dans une, vous savez... La fille aînée des syndicats. En tout cas, bon, pas la fille aînée, mais parmi les syndicats qui sont nés des cendres de la dictature syndicale en 1990. La CDT est née le 24 avril et je pense qu'il faut retenir ce que nous avons joué un rôle important. Souvenez-vous, à l'époque, comme j'ai dit, à l'époque même de Monsengo, de la conférence nationale souveraine, je n'étais pas encore président, j'étais encore un jeune syndicaliste. Des petits Chinois. Oui, des petits Chinois. Vous avez couvert l'histoire de cette organisation. Nous avons bénéficié, nos aînés ont été de toutes les luttes avec les Monsengo au conseil, au conseil de, comment on appelait, la conférence nationale souveraine, et nous avons lutté. Dans ce pays, la CDT a lutté pour les changements, pour les renversements de la dictature de Mobutu, pour la transition à l'époque de Kabila père, et même à l'époque de Kabila ici, nous étions parmi les organisations qui revendiquaient l'alternance et qu'il fallait que M. Kabila quitte le pouvoir après avoir fait 2 mandats. Sur le plan économique, sur le plan social, la CDT est parmi les syndicats qui ont lutté dans ces pays. Souvenez-vous, Madame Noëlla, c'est la CDT qui a été l'initiateur de l'annulation du défilé de la fête du 1er mai. Si vous vous souvenez, chaque année, il y avait un défilé le 1er mai. C'est avec notre avènement, mon avènement à la tête de la CDT. À votre avènement à la tête de cette structure syndicale. Nous avions dit qu'on doit arrêter. Là, c'était en quelle année? C'était en 2012. En 2012 que nous avions réussi, et à l'époque c'était l'actuel président du Sénat, M. Bahati, qui était le ministre du Travail. Nous avions dit on ne va plus défiler, parce que défiler c'est un signe d'allégeance. Et à la place, qu'est-ce que vous faites désormais? À la place, nous faisons un rassemblement sans allégeance au personnel politique, parce qu'à l'époque c'était les ministres, les membres du gouvernement qui étaient à la tribune et les travailleurs défilaient devant eux. Et pourquoi vous avez refusé ce défilé? En quelques mots, parce qu'on doit déjà prendre le premier dossier. Parce que c'était une allégeance qui ne se justifiait pas. La fête du 1er mai est faite pour que les travailleurs se souviennent de la dictature dans le monde du travail et revendiquent leurs droits. Et nous avons estimé que nous ne pouvons pas aller faire l'allégeance devant nos bourreaux, parce que le gouvernement est avant tout aussi un employeur. Si nous n'avons pas de bonnes conditions de vie, de bonnes conditions de travail, le gouvernement est parmi les responsables de cette situation. D'où pour nous, les syndicats, nous avons estimé, en tout cas mon avènement, qu'il n'est pas normal que les gens auprès de qui nous allons revendiquer et les gens que nous reprochons pour nos misères soient ceux devant lesquels nous défilons pour faire de l'allégeance devant eux. Ça n'a pas de signification. Voilà, madame, messieurs, prenons à présent le premier dossier de la semaine qui nous retrace la suspension de certains PCA directeurs généraux au sein de quelques entreprises de l'État, mais qui revient également sur cette situation que nous avions vécue, que les Kinois donc ont vécu le lundi, c'est la grève des transporteurs de taxis et taxibus. La circulation routière est timide ce matin. Pas de taxi-bus ni taxi, comme l'on peut bien apercevoir à travers ces images. Nous sommes sur l'avenue des Huileries, précisément au rond-point où les taximens rencontrés expliquent le pourquoi de leur grève. Dans le monde du transport, takaseri makasi. Unité nyonso, yekanga ba moto, unité nyonso yekanga ba mituka, siko toyebi unité nini
o batinda bakanga ba moto bakanga ba mituka yango ne siko ba chauffeur ba siliki keno toyeba keno ba o ne bakanga ba ujana bazo botola ba receveur ba mbongo sans que bazata na mutifi moko. Comment c'est possible que les policiers aient receveur à botoler plus de 100 000 francs congolais pour les versements à Moutouka? Alors aujourd'hui, on a été mouillé de bateau. Ça a besoin de bateau département. Comment boni y a ministre intérieur. Y a moto sécurisé biso Congo mobimba. Mais bateau département na ye. Bateau c'est met trouble fort. Tracasserie routière à la base de cette grève. Ces motards déplorent cet état de choses et demandent l'implication du chef de l'État. Et après, si on a comme fort, quand on a voté à Fati, tel est le dossier au Yamboka. Ba moto, ba policier na minute ba komi bilanga komi nde ba moto. Ko mapona tracasserie leki makasi. Ministre transport do tika so kimiate, gouverneur do tika so kimiate tracasserie. Batindi ba policier na nzela po bata ordre. Ba poste ba po ba boma su biso. Bato basanga biso ba document baza bato a transport. Malgré que bango peut tracasserie zalakata opesi ba document ngo mona kaka o ete o salos de prix au salaire des militaires. Notons que dans la journée juste après cela, le ministre de l'Intérieur a rencontré le gouverneur de la ville-province de Kinshasa afin de trouver des solutions idoines à cette situation. Kwabemwe Oulongo, président du conseil d'administration, Patrick Kitebi, directeur général, et Kassende Omanga, directeur général adjoint, tous du FPI, sont suspendus préventivement de leurs fonctions respectives par Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Ces suspensions font suite au rapport de finances sur le contrôle de gestion de cette entreprise publique. Le ministre de l'Industrie nomme provisoirement Jean-Claude Kalenga au poste du directeur général ad intérim et Christian Ombilingo, directeur général adjoint ad intérim. Pour sa part, Jean-Lucien Boussa, ministre d'État en charge du commerce extérieur, a lui aussi suspendu le président du conseil d'administration de l'OCC, Placide Chisumpa. Rissa Sitabou, directeur général, et Isabelle Kassongo, directeur général adjointe de l'OCC. La décision fait suite à un arrêté ministériel rendu public ce mardi 13 juillet. Il s'y est dénoté que c'est suite à la recommandation du Conseil des ministres lors de la 8e réunion que ces décisions ont été prises, à savoir ces suspensions sont accompagnées d'une enquête subséquente afin de permettre aux concernés de présenter leurs moyens de défense. Monsieur Guy Coucou, vous êtes syndicaliste, président de la Confédération démocratique du travail. Comment avez-vous vécu la situation de lundi? Il n'y avait pas de transport en commun et la population était vraiment butée. Certaines personnes n'ont même pas quitté leur toit parce qu'ils ne savaient pas se déplacer. Oui, tout à fait, non, c'est dommage, c'est regrettable. Vous voyez, il y a un problème de la gouvernance qui se pose dans notre pays. Et vous voyez une ville comme celle-ci, madame, seul salut des populations pour se déplacer, ce sont des motos qui sont des privés, ce sont des taxibus qui sont des privés. L'État est mis à genoux par des privés, des individus. Nous sommes dans une ville qui a plus de 10 millions d'habitants, d'après les statistiques qui nous sont données, mais bon, ce ne sont pas fiables, mais en tout cas les estimations. Et dans cette ville-là, l'État n'a pas les moyens de déplacer la population. Et ce sont les privés qui déplacent. Et vous voyez, pour moindre bêtise, pour moindre chose, toute une ville est paralysée. Et c'est là depuis des années. C'est incroyable, madame. Moi, je me pose la question. Est-ce que le gouverneur de la ville, de cette ville-province, je ne parle pas du gouverneur actuel, je parle des gouverneurs au pluriel, la succession des gouverneurs. Est-ce que les gouvernements qui se sont succédés, ils vont tout le temps, ils sont en Afrique du Sud, ils sont en Europe, ils voient comment les choses font. C'est anormal que lorsque les motos se mettent en grève, lorsque les taxis se mettent en grève,
qu'une ville soit paralysée. C'est anormal. Dans tous les pays du monde, l'État doit avoir les sociétés de transport. Les trains ne peuvent pas manquer dans une agglomération comme celle-ci. Les bus... Mais actuellement, il y a déjà un projet en cours pour la construction et la réhabilitation de trains dans la capitale. Madame, vous parlez d'un projet, les gens vivent, les gens sont déjà là, la vie est déjà là. Vous parlez d'un projet, c'est comme si vous dites que dans une maison, on dit il y a des enfants. Mais parce que le problème, il est déjà là, alors il faut quand même chercher comment faire face à ce problème. Non, madame, dans toutes les villes de moi, quand j'étais en 2011-12, j'étais à Nairobi, 2012. Déjà en 2012, et parler comment sera la ville en 2015, en 2012. Ici, les gens suivent des événements, alors que partout ailleurs, les événements, on les précède. On doit savoir qu'aujourd'hui, on est 12 000, demain, on est 20 millions dans cette ville. Comment les gens vont se déplacer? Il y aura un moment ici de guerre à cause du déplacement. Quelqu'un perd le pouvoir à cause du déplacement. C'est parce que le peuple n'est pas encore suffisamment organisé. Mais ce sont des questions, vous voyez, c'est brusque, c'est une action brusque. Mais vous avez vu, personne ne s'est déplacé. Les entreprises étaient vides, les travailleurs n'étaient pas dans leurs bureaux, les fonctionnaires n'étaient pas dans leurs bureaux. Mais madame, quand on voit des choses comme ça, on ne va pas se retrouver, comme on a dit, le ministre intérieur a vu le gouverneur pour des projets. Ça, ce n'est pas une gouvernance, ça. Ça, ce n'est pas... Quel est ce pays-là où les gens sont dans des projets alors que les gens vivent déjà? Le problème, il est déjà là. Alors, comment peut-on relever ce défi? Parce qu'il est là. Pour relever ce défi, madame, le problème est simple. Les gouvernements doivent commander des bus. Un pays comme la RDC, le pays ne sera jamais en faillite. Madame, à l'époque de Mobutu, Mobutu s'est endetté. On a une flotte d'avions ici. On n'a pas payé cash. On n'a pas payé cash. Nous sommes le seul pays où des ministres volent des millions. Et il n'y a pas 200 000 pour acheter des bus. Des ministres volent des millions. On n'a pas de l'argent pour acheter les trains. On n'a pas de l'argent pour acheter des avions. Mais il y a des individus qui ont volé des milliards et des milliards. Ils sont là, avec ça en poche. Ils ont des villas investies en Afrique du Sud, en Océanie, aux États-Unis, en Europe. Tout le monde sait que c'est comme ça. Et puis nous allons continuer, on dit projet, projet. On ne gouverne pas une vie avec des projets, madame. On ne gouverne pas avec des projets. On gouverne avec des actions, on pose des actions. Quand vous voyez un gouvernement qui parle des projets, ça dit que c'est un gouvernement futuriste. Ça signifie, et au présent, on fait quoi? Mais actuellement, on a un gouvernement de warriors. Ça n'inspire pas confiance. Ça signifie quoi, ça? Des guerriers. Ils se battent contre qui? Ils ont la guerre contre qui? Non, madame. Ça, ce sont des mots, vous maquillez, vous les journalistes, vous aimez des mots. La population veut. Ce ne sont pas les journalistes qui ont sorti ce mot-là. Madame, c'est vous qui chantez avec eux. Ce n'est pas comme ça. On doit donner les réponses aux problèmes. C'est donner, ça fait combien? Ça fait, maintenant ça fait 3 mois, on est en train d'avancer. Mais les problèmes ne font que s'ajouter. Non, le gouvernement n'a pas besoin des noms. Le gouvernement a besoin des actions. D'ailleurs, c'est le peuple qui doit donner un nom à un gouvernement. Voyant les actions, on dit non, ce gouvernement, c'est tel. C'est un guerrier, oui, ils sont des guerriers. Ils se battent contre qui, contre quoi, alors que demain, les motocyclistes peuvent encore paralyser la ville. Demain, la circulation peut manquer. Vous l'aviez-on souhaité aujourd'hui? Les décisions sont tombées au sein de quelques entreprises de l'État, FPI, OCC. Il y a eu de suspensions, c'est ce que vous avez longtemps souhaité, vous, la Confédération démocratique du travail. Tout à fait. Nous saluons cette mesure parce que vous savez, en tant que coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo, chaque année, nous demandons qu'on fasse des audits. Et déjà, on est sur la piste, mais attention. Attention, il ne faut pas qu'on puisse récupérer cette situation-là pour qu'on puisse refaire les mêmes choses. Parce que faire la même chose, ça signifie quoi? On va suspendre des gens, on va nommer les gens. Mais nous avions demandé qu'on fasse des audits, mais ensuite qu'on nomme des gens, mais pas des politiciens. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Avant les règnes de Kabila tout au long, les entreprises comme les ministères sont des gâteaux qu'ils se partagent. Des gâteaux qui se partagent. Voilà, ce sont leurs bulletins électoraux. Ils ont gagné, ils ont recueilli les bulletins c'est le Congo.
Et chacun dit, moi je prends telle entreprise, moi je prends ces ministères. Ce n'est pas, et ces ministres-là, ces PDG-là, ne répondent pas à la RDC, ne répondent pas au Congo. Ils répondent à leur autorité morale et c'est ça la descente des enfers. Maintenant, nous avions demandé au gouvernement, après les audits, il faut organiser les recrutements, nommer les gens selon leurs compétences, selon les critères de gestion avec des assignations, on dit. Donc voilà, la CDT n'attendait que de suspension au sein de 2 entreprises. Non, pas 2 entreprises. Toutes les entreprises publiques, madame, on a demandé, toutes les entreprises publiques, ça doit se poursuivre. Et puis, ce n'est pas bon d'attendre et faire des choses à 2 temps, à 3 temps. Le résultat est le même. Toutes les entreprises sont des canards boiteux maintenant dans ce pays. Il faut agir vite. Le président, on dirait qu'il a du temps alors qu'il n'en a plus. Il va accomplir bientôt 3 ans, mais il lui reste 2 ans. Et la dernière année n'est pas comptée. Aujourd'hui, votre organisation trouve le travail de l'inspection générale des finances au sein des entreprises de l'État? Mais c'est un travail que nous avons toujours exalté. Madame, vous savez, dans toutes les émissions, nous soutenons, nous avons appelé cela de tous nos vœux, nous soutenons le travail de l'IGF. Il doit encore aller davantage, mais il y a une déception. Une déception à quel niveau? Lorsque l'IGF envoie un rapport à la présidence, le président de la République, outre que la justice c'est un autre pan, c'est un autre dossier, mais il y a les problèmes des gens qui ont fait ça. Avant de les envoyer en justice, avant d'arrêter, et encore que l'arrestation n'est pas un but en soi. Le but pour lequel on doit arrêter ces gens, c'est pour récupérer l'argent. Si on n'a pas récupéré l'argent, l'arrestation ne sert absolument à rien. Mieux vaut ne pas arrêter et récupérer l'argent, laisser les gens. Plutôt que d'arrêter les gens, les laisser avec cet argent, sortir de la prison avec l'argent en poche, l'argent qu'ils ont volé, et puis le peuple ne gagne rien. Il n'y a rien dans les arrestations pour le peuple. Ce que le peuple attend, c'est récupérer cet argent-là. Comment on peut aller dans un pays, on peut parler des voleurs sans récupérer ce qu'ils ont volé? C'est quelle façon-là de faire les choses? Donc ce que nous nous demandons, en tant qu'organisation syndicale, en tant qu'intersyndicale, c'est que le gouvernement doit arrêter ces gens, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est récupérer l'argent, récupérer cet argent. Et ça, le gouvernement ne l'a pas encore fait. Ça, même notre justice n'a pas encore fait. Il y a même les gens qu'on va laver proprement. On les arrête, on les lave proprement, et puis ils sortent, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, l'IGF est dans les entreprises de l'État. L'IGF dans les entreprises de l'État, bien sûr. Est-ce une garantie aujourd'hui que ce travail va donc permettre à ce que ces entreprises puissent se redresser? Non, mais l'IGF fait son travail normal. Ça devait être ainsi, madame. Les gens trouvent ça spécial, où on commente, on parle, où il y en a qui parlent mal de l'IGF. Mais non, c'est leur travail. Ils font leur travail comme les roulages les font sur la route. Mais ce n'est que pendant ce régime de Félix Tshisekedi bien qu'on sûr, parle trop de l'IGF. le président Félix est venu réhabiliter un service qui a été enterré depuis plusieurs années, des décennies. Il l'a bien fait, mais ce que l'IGF fait, ce n'est pas une garantie, mais c'est une routine. Ça devait se passer de cette façon-là parce que il faut qu'on contrôle, c'est l'argent de l'État. Chaque personne qui reçoit le mandat doit savoir qu'après son mandat, on va auditer son mandat. Vous avez suivi en Afrique du Sud, même le président de la République répond maintenant, Zuma, M. Zuma est en prison. En France, vous suivez Sarkozy est dans les pétrins maintenant. Donc ça a daté et c'est normal. Il n'y a que dans ces pays, lorsqu'on veut auditer un politicien, non acharnement politique, parce que bien sûr ce sont les dialoguistes qui disent ça, les adeptes parce qu'ils volent ensemble et ils se partagent ensemble, mais dans tout état de droit, il n'y a pas de droit sans rendre compte, sans arrestation, sans contrôle, il n'y a pas de droit. Il faut que le gouvernement continue sur cette ligne, mais nous disons, nous rappelons chef de l'État, le but du contrôle, c'est la sanction. Le but du contrôle, c'est la sanction. Ce n'est pas le spectacle. Ce n'est pas ce que la population attend. Ce n'est pas on a arrêté X, Y. Ce que la population attend. Lorsque vous parlez de la sanction, vous faites allusion à quoi? 1. Arrêter la personne. 2. Les condamner. 3. Et c'est ça l'essentiel. Oui, mais s'il a volé l'État, il faut que l'État récupère ses droits. Et s'il n'a pas volé?
n'a pas volé. Mais je ne vois pas comment un service qui fait l'audit, les services qui fait les contrôles, trouve qu'il y a des choses volées. Et vous, on vous envoie en justice, vous dites qu'il n'y a rien qui est volé. Mais la justice, ils ne sont pas des comptables. Ils ne sont pas des comptables. La justice, eux, dans chaque domaine, il y a des spécialistes. Donc, le but, c'est de récupérer. Troisième sanction, c'est reprendre à la personne tout ce qu'il a volé et restituer à l'État ce qu'il a perdu. C'est ça le but. Depuis un temps, les fonctionnaires de l'État font face à une situation un peu chaotique, c'est-à-dire quelqu'un qui touche par exemple, l'État lui dit « je te dois 100 $ le mois », mais à la fin du mois, lorsqu'il est devant la banque où il doit recevoir son salaire, il se rend compte que ce n'est pas 100 $, il reçoit en deçà, voire même la moitié de cet argent que l'État lui avait promis. Quelle politique, le syndicaliste que vous êtes, vous êtes en train de mener pour réhabiliter les fonctionnaires, donc les salaires des fonctionnaires de l'État de la République démocratique du Congo? Oui, la politique, c'est que d'abord, madame, il n'y a pas un dialogue sincère entre les gouvernements et les syndicats de la République. Dans tous les pays du monde, vous voyez, et je pense que vous suivez aussi l'actualité, chaque année, normalement, les gouvernements, les premiers ministres, les chefs de l'État devaient avoir des rencontres avec les chefs des organisations syndicales les plus représentatifs. Parce que dans la politique du gouvernement, il y a la politique sociale. Et le social ne peut pas se faire sans les syndicats. Il n'y a que dans ces pays où on parle du social, sans associer. Mais à un moment dans ce pays, on a parlé aussi de ce dialogue, non? Quel dialogue? Le dialogue entre travailleurs et... Oui, mais le dialogue, ça doit être un mode de vie, madame. Ce n'est pas le spectacle, comme j'ai dit, on a rencontré les gens une fois, un jour, et puis on a dit c'est le dialogue. Non, le dialogue, pour d'abord, l'OIT, pour votre information, a recommandé à tous les pays du monde de mettre en place des structures de dialogue. Au Congo, il n'y en a pas. Il y en avait depuis 2008. Matata Pogno devenu Premier ministre, il a supprimé le cadre du dialogue social, le CPDS comme on appelait, cadre permanent du dialogue social. Il a supprimé en 2012. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le gangstérisme. Et Matata est arrivé, vous savez, Matata était à une période où il y a eu des booms économiques, où le cobalt, le prix du cobalt a augmenté. On a vendu plus qu'avant. Tout cet argent s'est envolé en fumée. Les travailleurs n'ont rien eu. Et pour quelle raison il avait suspendu ce cadre de dialogue? Mais pas pour des raisons personnelles. Vous savez, les opérateurs politiques, ils savent pourquoi. Mais je ne sais pas. Mais je parlais que c'est une recommandation de BIT, de l'Organisation internationale du travail. Le Congo n'a pas cet organe-là. Nous avions, il y a une année, fait un conseil national du travail pour qu'on rétablisse cet organe-là. Le Premier ministre ne l'a pas mis parce que ça devait naître avec un décret. C'était avec le ministre Néné. Il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, il y a un autre Premier ministre, il y a un autre ministre du Travail. Ministre du Travail, une dame encore. Nous attendons toujours de faire sa traîne. On ne sait pas. Alors, quand vous parlez de dialogue... Et selon vous, qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est qu'il n'y a pas une volonté politique. Jusque-là, il n'y a pas une volonté. Même le président de la République qui prône le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord, le président de la République... d'abord, le social des Congolais. Tout ce que le président dit s'inscrit dans le cadre d'une vision. Les paroles d'un président, c'est une vision. Ce qui matérialise cette vision, c'est le gouvernement. Parce que le président est irresponsable dans la gestion de la République, selon notre constitution. Le président de la République n'est pas gestionnaire. C'est le gouvernement qui est gestionnaire de la République, au travers le Premier ministre et ses ministres. Lorsque les ministres ne font rien, les chefs de l'État peuvent beau crier, peut beau donner une vision, mais s'il n'y a pas de transformateur de cette travailler vision, selon la vision du président de la République. Mais c'est quoi au concret? La vision du chef de l'État doit se constater dans les paniers, dans l'assiette du citoyen congolais. La vision du chef de l'État, ce n'est pas à la télévision. C'est l'aboutissement, c'est dans l'assiette. Les bénéfices, c'est le peuple. Le peuple doit dire non, hier c'était mauvais, aujourd'hui c'est bon. Voilà la vision du chef de l'État. Mais autre dire, chanter, faire et parler à la télévision, ce n'est pas ça. Vous aviez bien dit, qu'est-ce qui a changé
dans notre mode de circulation à Kinshasa, les transports. Rien n'a changé depuis que le chef de l'État est là. Même avant lui, rien n'a été fait. Aujourd'hui, rien n'est fait. Parce qu'on parle encore de projets. La Kabila a parlé de projets. Le chef de l'État est en train de parler de projets. Mais les peuples congolais, ceux qui vieillissent, qui sont en train de mourir, ils n'auront jamais vu. Et ça fait 20 ans, on leur a dit, on enterre les gens après les autres. Ils ne bénéficient pas de ça. Ils partent dans leur cercueil avec dans les oreilles, il y a eu des projets qui ne verront jamais. Voilà, madame, messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier. Nous revenons dans ce dossier sur les conférences de presse tenues par deux organisations de droits de l'homme. On a ACAJ, mais également la VSV. D'entrée des jeux, Georges Kapiamba a, au nom de l'association ACAJ, dont il est président, salué les débuts d'exécution de l'instruction du président de la République quant à la mise à l'écart de mandataires publics indexés par les enquêtes de gestion diligentées par l'IGF pour des faits de mauvaise gestion et détournement présumés dans l'accomplissement de leur mandat public. Une raison pour la CAJ de solliciter en sa faveur les soutiens de la population. La CAJ félicite l'IGF pour le travail qu'elle a abattu et continue à abattre dans le but de protéger les finances publiques contre la prédation. Elle demande à la population de soutenir l'action de ses dirigeants. Mais la CAJ suggère à cet effet au président de la République et au Premier ministre de veiller à la nécessité de conformer les prochaines nominations des mandataires publics aux critères de compétences et de moralité avérées de candidats. D'autre part, l'Association congolaise d'accès à la justice n'a pas manqué de mettre en évidence le paquet apporté au Trésor public par la cellule nationale de renseignement financier. De juillet 2020 à juillet 2021, Senaref a permis de faire gagner au Trésor public la somme de 5 106 045 $. C'est déjà un bon départ. En guise de contribution à la lutte contre la délinquance financière, la CAJ recommande la mise en place d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est une autorité, effectivement, qui pourra avoir les mêmes missions, des enquêtes, surveillance de la vie, des trains de vie de tous les hommes politiques responsables de l'État. Et lorsqu'il y a un constat d'une sorte d'enrichissement illicite par rapport à ce qui est connu comme revenu légal ou normal, on vous pose des questions. Monsieur, dites-nous, nous avons appris que vous venez d'acquérir un immeuble de telle valeur. Dites-nous quelle est l'origine des moyens financiers qui vous ont permis à l'acquérir. Au sujet du début de l'instruction judiciaire du dossier zaïrianisation ayant conduit à la mise en résidence surveillée de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, la CAJ estime que cette interpellation démontre que les signaux de la bonne gouvernance s'orientent dans la bonne direction. La proposition de loi sur la congolité jugée discriminatoire par la voix des sans-voix pour le droit de l'homme au regard de l'article 13 de la Constitution et pense qu'elle est également porteuse des germes des conflits et risque de mettre à mal la paix et la cohésion nationale. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme regrette que les velléités visant à écarter certains potentiels candidats de l'élection présidentielle sous divers prétextes refassent surface après l'alternance politique acquise dans le sang de plusieurs Congolais, la profanation des églises, l'humiliation de prêtres et pasteurs, dont certains devant leurs fidèles. Pour la VSV, l'univers politique étant un monde compétitif, c'est toujours le meilleur qui doit gagner et aucun prétexte ne saurait justifier la mise à l'écart des potentiels candidats. L'Assemblée nationale qui va bientôt examiner cette proposition de loi relative à la nationalité, la voix des sans-voix pour le droit de l'homme demande aux élites du peuple de surseoir cette adoption en cas de persistance et de tensions politiques. Au Parlement, de faire preuve de beaucoup de sagesse lors de l'examen de cette proposition de loi pour que les matières controversées fassent l'objet d'un examen minutieux et approfondi en trouvant des mots ou des termes qui rassemblent toutes les Congolaises et tous les Congolais, en lieu et place des termes qui divisent ou qui peuvent conduire à des inimitiés ou à des tensions, voire des affrontements fratricides ou tribalo
ethnique. Au président de la République, garant de la nation et de la stabilité nationale, de ne pas promulguer, en cas de l'adoption par le Parlement de la loi relative à la nationalité congolaise controversée, pour la sauvegarde de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale. La Voix des Sans-Voix pour le droit de l'homme invite la population de respecter la liberté d'opinion de l'initiateur de cette proposition de loi et de faire preuve de tolérance politique, une vertu cardinale en démocratie. Suspension de certains mandataires, la CAJ aborde également dans le même sens que vous. Monsieur Gikoukou, est-ce que vous avez un goût d'inachevé dans l'exercice de l'inspection générale des finances? Non, en ce qui concerne l'inspection générale des finances, jusque-là, nous sommes satisfaits. C'est plutôt du côté du gouvernement et de la justice qu'il y a un problème. Un problème de la corruption qui se maintient. On trouve que les gens qui ont volé sont de plus en plus innocentés. Les gens qu'on a attrapés, parce que ce sont des audits faits par des experts des finances, de l'État. On trouve que les gens ont volé. Mais malheureusement, quand on arrive en justice, la justice qui n'a pas la mission de contrôle des finances, c'est la justice plutôt qui lave des personnes qui ont des soupçons graves. Alors, le goût d'inachevé, bien sûr, c'est que les peuples finalement ne récupèrent pas, ne sentent pas que les biens volés n'est pas restitué. On reste sur sa soif. On voit que l'argent a été dilapidé. On voit que les entreprises sont tombées en faillite. On voit qu'il y a des messieurs qui sont venus les mains nues, les pieds nus, avec des culottes. Mais au bout d'un temps, ils sont devenus des millionnaires avec des immeubles à travers le monde entier. Ils ont acheté des immeubles et on dit qu'ils n'ont rien volé. Et on sait que quelqu'un ne peut pas avec son salaire construire des immeubles partout à travers la République. Ils ont des comptes à 1 million ou 1 milliard de dollars. Après être Vous avez parlé de la corruption au courant de cette semaine. L'Observatoire de la dépense publique, exécution des budgets de 2017 à 2018. L'ODEP parle d'un manque gagné de 12 milliards de dollars américains en République démocratique du Congo et à la base, la corruption. Mais tout à fait, madame, vous savez, tout le temps, l'intersyndicale le dit et le répète. L'intersyndicale a conseillé dès le début au chef de l'État que, monsieur le chef de l'État, les problèmes étant profonds dans vos missions, parce qu'il ne peut pas en 2 ans ou en 5 ans réparer les torts qui a été fait pendant plus de 40 ans. C'est impossible. Mais seulement, il doit éviter de s'éparpiller. Les chefs de l'État devaient prendre 2 chantiers. Le premier chantier, c'est le chantier de la justice. Instruire les magistrats. Parce qu'il est aussi magistrat, vous savez. C'est le chef de l'État qui est le magistrat suprême. C'est lui qui met en place l'équipe de magistrats. C'est que les chefs de l'État devaient être sévères dans la mise en place des magistrats parce que c'est par eux que la nation va se redresser. Parce que si on laisse des magistrats corrompus, parce que du reste, nous sommes en train de nous battre pour que la justice, qu'on ait une république en tout cas de magistrats. On doit avoir entre-temps, le regard de la population est vers le panier de la ménagère. Oui, mais justement, qui va ramener l'argent volé? C'est la justice. Parce que même la Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. Vous et moi, madame, même si nous trouvons que quelqu'un a volé hier, on ne peut pas aller chercher cet argent, on n'a pas le pouvoir. Il n'y a que la justice qui a le pouvoir de ramener. Et les juges devaient être instruits pour être sévères, pour considérer que quelqu'un qui a volé de l'argent de l'État a volé à tous les Congolais. Et on peut pardonner à quelqu'un qui vole un individu, mais quelqu'un qui vole toute la nation, ce monsieur-là doit quand même payer, doit remettre. Mais tous ces immeubles restent, c'est pour eux. Ils continuent et finalement, ils deviennent puissants avec de l'argent volé, plus que le gouvernement. C'est parfois l'inflation ici dans la ville est créée par un groupe, par des réseaux. Ils ont les moyens plus que l'État et c'est eux qui embêtent l'État. C'est eux qui vont embêter les programmes du chef de l'État. C'est eux qui vont bloquer tout. Avec de l'argent volé, ils vont faire du tort et à l'économie et au chef de l'État. Or, si à la justice, on trouve que vous avez volé, on dit non, vous remettez. Même Kabila l'a fait, Kabila père l'a fait, vous vous souvenez, il y a une... D'ailleurs, les bandes circulent. Le chef de l'État a arrêté tous les moboutistes. Il dit, je ne vais pas vous fusiller.
Je ne vais pas vous tuer, monsieur. Ah, vous voulez voir aujourd'hui Tshisekedi arrêter tous les kabylistes? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis ce que les Kabila père avaient fait. Il les a conseillés. Il dit, vous êtes là. Je vous ai arrêté, pas pour vous tuer. Je vous ai arrêté parce que vous avez volé. Vous avez trop pris dans la caisse de l'État. Ce n'est pas normal. Restituez ce qui revient à l'État. Et en plus, votre argent, investissez ici. Madame, vous savez, avec la Covid, aujourd'hui, les déplacements sont limités. Demain, aujourd'hui, vous savez que les Congolais ne peuvent pas voyager, aller ailleurs. Parce qu'il y a Covid avec les variants indiens. Et nous sommes parmi les pays où on a mis sur la liste rouge. Nous n'allons pas voyager. C'est-à-dire, si un ministre tombe malade, si un grand dignitaire tombe malade, un millionnaire tombe malade au Congo, il doit se faire soigner au Congo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel établissement sanitaire? Dans quel établissement ils vont se faire soigner? Ils ont tout détruit. Ils ont pris tout là, même pour se faire soigner. On prend l'argent de l'État, on va se faire soigner des millions à l'extérieur, alors que les hôpitaux, les frais d'émission qu'on donne à un individu pour aller se faire soigner, c'est le prix qu'il faut pour réhabiliter Mama Yemo. C'est le prix qu'il faut pour équiper le centenaire ou Ngaliema. Mais c'est cet argent qui sort chaque année et autant de personnes. Voilà pourquoi, madame, nous disons, il faut que cette justice vienne. Sinon, c'est un passe-temps. Ils vont se succéder à la tête de la nation. Ils vont se succéder. Rien ne va s'améliorer. Vous avez tantôt dit non aux politiciens au sein des entreprises de l'État. Monsieur Guy Coucou, quels peuvent être, selon vous, les critères d'éligibilité pour les prochaines nominations des mandataires? Ils doivent être apolitiques. Premier critère, la personne qui doit aller dans l'entreprise doit être apolitique. S'il veut faire la politique, il n'a qu'à aller être à l'Assemblée nationale. C'est pour les politiciens. Au poste de ministre, c'est pour les politiciens. Mais les entreprises sont des entités économiques. Ce sont, comme on dit, les faits économiques sont têtus. Là, on ne fait pas la politique. Là, c'est l'économie, ou bien il y a croissance de l'entreprise, ou bien il y a faillite de l'entreprise. On ne va pas envoyer les apprentis sorciers, les gens qui apprennent la gestion. Ils vont là-bas, il a trouvé les arriérés de 5 mois, il en ajoute pour 15 mois ou pour 20 mois, et puis il les laisse, on les suspend, comme on l'a suspendu les autres là. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que l'entreprise est tombée plus bas que là où vous avez trouvé. Ailleurs, vous n'avez qu'un seul critère. Non, ça c'est le premier critère. Ne pas être politicien. Deuxième critère, être technicien. C'est-à-dire, on fait un concours. Ailleurs, comment ça se passe, madame? Vous voulez être DG? Oui. Nous voulons nommer un DG, par exemple, à l'OCPT, ou à Exonatra, ou à l'OCC. Critères. L'État met des critères. 1, vous devez avoir ça. Diplôme, expérience, ceci. Vous devez être de tel domaine, parce que l'entreprise évolue dans tel domaine. Deuxième critère, on dit, vous faites, vous, les plannings, les plans d'action. C'est-à-dire, vous, si vous êtes nommé PDG ou DG à l'assonance, à l'OCC, comment allez-vous faire? Parce qu'aujourd'hui, l'association de l'OCC est à 0 ou à -10. Maintenant, comment allez-vous faire pour redresser? Le monsieur fait un planning, un plan d'action. Il dit, voilà, moi, si je suis nommé, voilà, comme il y a telle situation, telle maladie là-bas, ce que je vais faire, c'est mettre telle disposition, 1, pour enrayer la fraude, pour que la fraude n'ait plus lieu, pour qu'on n'ait plus de gens qui corrompent ou des agents qui volent de l'argent. Deuxièmement, comment je vais remonter? Je vais quitter ici à l'espace, par exemple, de 2 ans. Je vais ramener l'entreprise à tel niveau. Vous voyez quelqu'un qu'on a recruté sur cette base-là avec des assignations, quand on l'a nommé, mais l'année 1, on va voir, l'année 2, parce qu'il a dit que dans 2 ans, je vais. À 2 ans, on l'évalue, on dit, monsieur, viens, c'est l'année d'évaluation. Tu as dit dans 2 ans, et puis on évalue. Si on voit que non, il a amélioré la situation de l'entreprise, on les laisse. Ça continue. Et s'il n'a pas amélioré? S'il a amélioré, on les vire. On fait, c'est ce qui se fait dans toutes les entreprises du monde, madame. Ça se gère comme ça avec des assignations. Maintenant, ce n'est pas les appartenances politiques. Aucun pays au monde ne nomme maintenant des managers sur base d'appartenance politique. Ça, c'est archaïque. Ça, c'est vraiment Monsieur dans Guy un Coucou, état. vous ne voulez pas de politiciens. Bananier. Dites-nous un peu, depuis que vous êtes syndicaliste dans ces pays, la République démocratique du Congo, aucun politicien ne vous a marqué dans sa gestion dans une entreprise de... En tout cas, aucun. Je dois être sincère. Aucun politicien ne m'a marqué. Au contraire, j'ai des déceptions en déception. Parce que nos politiciens déçoivent non seulement dans la gestion, même dans les modèles. Il n'y a pas un modèle politique au Congo. En dehors de Kassavubu, le premier président de la République du Congo, jusqu'à aujourd'hui, et les premières
période que Mobutu a pris le pouvoir, il a bien géré dans les premières années qu'il a pris. C'est après, quand il s'est transformé en dictateur, parce que Mobutu a bâti quand même certains chantiers, y compris l'unité nationale. Il a marqué, mais quand il est entré dans une zone de ce qu'on a, pour s'éterniser au pouvoir, il a commencé à détruire même les bases qu'il commençait à mettre. Et depuis ce temps-là, dans les pays, on n'a que la prédation. Le pays est vendu par ceux qui sont au pouvoir. Les types de contrats qu'ils signent, quand vous analysez, quand vous regardez, si quelqu'un de l'extérieur vient dire qui a fait ça, on dit c'est un ministre. De quel pays? De ce même pays, oui. Est-ce qu'il est congolais? On dit oui. Il va douter, dit non. Ce ministre-là ne peut pas être congolais. Parce qu'un Congolais ne peut pas accepter qu'un tel contrat signe pour son pays. C'est impossible. Mais c'est ce qui s'est fait pendant des années. Mais comment expliquer que ceux qui ont signé l'ont fait? Est-ce que c'est pas ils n'ont pas l'amour du pays? Non, par corruption. Chacun qui signe là. Des intérêts personnels. Des intérêts personnels. Quand un certain ministre, quand il signe, c'est quoi? Le président de la République l'instruit. Il dit, va signer un contrat. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un ministre qui prépare un dossier pour envoyer au président pour donner les avantages et les inconvénients. Non. C'est un président qui n'est pas technicien. Mais pourquoi ne pas dire non aussi? Bon, c'est ça, mais la personnalité, vous connaissez combien de Congolais qui peuvent démissionner dans une fonction, même si c'est gênant. Vous en connaissez combien? Il n'y en a pas. Je n'ai pas encore su. En dehors peut-être de Lunda Bouloulou, qui a démissionné en tant que Premier ministre. Je ne connais pas d'autres exemples de politiciens congolais qui trouvent qu'il est dit pour mon honneur, ça, je ne peux plus continuer, je laisse tomber. Je n'en connais pas. Il y en a quand même 2, 3, si je ne me trompe pas. Un autre dossier, on en parle presque plus, c'est les dossiers en rapport avec le SMIC. Monsieur Guy Coucou, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, vous êtes syndicaliste, on vous a vu à un moment au four et au moulin en ce qui concerne le SMIC. Où en êtes-vous aujourd'hui avec le SMIC en République démocratique du Congo? Avec le SMIC, on est au point 2. Parce qu'on a, on a appliqué les premiers paliers et le troisième palier a été bloqué. Bloqué par les employeurs parce qu'il y avait certains préalables. Deuxièmement, c'est parce que la faiblesse du gouvernement fait qu'aujourd'hui, c'est les entreprises qui s'imposent, les patronats congolais s'imposent. Vous avez suivi non seulement avec les SMIC, vous avez suivi avec l'économie. On a baissé les prix des carburants, les prix des billets d'avion, les prix. Et puis il y a des individus qui disent à l'État non, ça ne va pas baisser. Et puis, à combien s'élève aujourd'hui le SMIC? Le SMIC est de 7 000 $ par jour aujourd'hui. Mais en tout cas, dans certaines entreprises, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Ils ne l'ont pas appliqué. Et malheureusement, et je vous informe même d'ailleurs que c'est mardi, il y aura perturbation parce que les gens du secteur des commerces vont aller en grève. C'est mardi. Il y aura perturbation. J'ai déjà alerté les ministres du travail. Il fallait qu'elle fasse quelque chose pour cela. Et jusque-là, je n'ai pas entendu parce que j'avais proposé s'ils pouvaient convoquer les partis. Mais en tout cas, mardi prochain, j'ai reçu la copie de la lettre du préavis que les travailleurs ont donnée. Donc, il va y avoir perturbation dans le secteur parce qu'il y a des employeurs qui, non seulement les employeurs, mais ces travailleurs ne sont pas respectés. Leurs droits ne sont pas respectés. On leur coupe des impôts, on ne verse pas l'État. On les coupe l'INSS, on ne verse pas l'argent INSS, ou quand on a versé, ils n'ont pas les numéros d'immatriculation. Quand ils sont sortis à retraite, ils ne peuvent pas aller à l'INSS. L'INSS ne les reconnaît pas parce qu'il n'y a aucune référence chez eux. Au niveau des INSS, ils n'ont pas de numéro matricule. Alors, voilà des problèmes comme ça. Vous pensez qu'en tant que représentant des travailleurs et en tant que travailleur, qu'est-ce que nous pouvons avoir idée de cet État-là qui ne protège personne, l'État qui ne protège pas les travailleurs qui payent les impôts, qui alimentent les budgets du gouvernement. Quand ils ont des problèmes, l'État ne vient pas, l'État ne secourt pas, l'État arrive à constater seulement les faits et à se plaindre aussi, comme les travailleurs, que les gens ne respectent pas. Voilà, mesdames, messieurs, prenons à présent le troisième dossier de notre rendez-vous de ce jour. C'est tard dans la soirée du mercredi qu'Augustin Matata Pogno a été libéré de tout mouvement par les parquets près la Cour constitutionnelle qui a annulé sa détention provisoire. C'est ainsi que les sénateurs répondront désormais aux invitations de la justice.
Selon son avocat, Maître Frédéric Kwamba, les motifs de cette main levée est que le fait mis à sa charge sont soit inexistants, soit insuffisants. Pour lui, il n'y avait même pas d'exception pour justifier la détention de son client d'après les conditions de privation de liberté prévues par la loi. Maître Kwamba dénonce par ailleurs l'acharnement dont fait l'objet Matata Pogno, signalant qu'il est reproché à l'ancien Premier ministre de fait des détournements de fonds liés à l'indemnisation des victimes étrangères expropriées dans les années 1973 et 1974 sous les régimes du président Mobutu. Mais il y a également à la charge du sénateur d'autres faits des détournements en rapport avec le dossier du parc agroalimentaire de Bukanga-Lonzo, dont aucune instruction n'a jusque-là été ouverte. À bâton rompu, Papi Fernand Kimwanga, chef de file de la dynamique pour le bien-être des Congolais, dit saluer la publication du calendrier par la Chambre basse du Parlement pour la désignation des nouveaux acteurs de la CENI, qui représente pour lui un pas vers l'organisation des élections crédibles en RDC. J'ai accueilli avec sentiment de joie ce calendrier parce que ça nous permet d'abord d'avoir des dirigeants compétents pour organiser les élections. Parce qu'aujourd'hui, je dois vous dire que nous avons l'équipe dirigeante de triste mémoire de la CENI qui nous a produit des élections chaotiques. Et la volonté de tous. Tout Congolais avait voulu que l'on puisse restructurer quand même cette structure citoyenne. Et aujourd'hui, avec ce calendrier publié par l'Assemblée nationale, je suis d'avis qu'on a marqué un pas vers l'organisation de ces élections. Économiste de son État, le président du parti DBC n'a pas manqué de placer un mot au sujet de l'octroi par le FMI à la RDC de la somme de 1,5 milliard de dollars américains, fruit des managements éclairés de Félix Tshisekedi, a-t-il fait savoir. Moi, je félicite le chef de l'État pour son management éclairé, parce que généralement, nous étions très loin de pouvoir signer ces accords avec le FMI. Aujourd'hui que nous y sommes, nous devons continuer à éviter la corruption, nous devons chercher à assainir le climat des affaires, nous avons rendre clair et clairvoyant et puis clarifier sur tous les contrats miniers. Et ils l'ont dit, les anciens et les futurs. Ça c'est très, très sérieux parce qu'aujourd'hui nous connaissons qu'il y a des contrats léonins. Et même si vous passez à l'ITIE, ça c'est notre débat, vous allez voir même quand on cherche pour le pétrole, pour la rente pétrolière, l'État ne se retrouve pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de contrats qui sont léonins. Donc moi je suis d'avis que cet argent pourra faire quelque chose, surtout avec la volonté politique de pouvoir faire mieux, avec l'IGF, avec toutes les autres composantes de lutte contre la corruption, avec l'ODEP. A noter que c'est ce jeudi 15 juillet que le FMI a approuvé le programme économique triennal de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains, après un accord préliminaire conclu avec la RDC en mai dernier. Après un long moment de rupture, la République démocratique du Congo est désormais éligible au financement du FMI avec 1,5 milliard de dollars américains pour son développement. Monsieur Guigoukou, est-ce que c'est un gain pour le pays? Oui, mais non pour moi, parce que on ne développe pas un pays comme la RDC. 1 milliard, c'est quoi pour la RDC? 1 milliard, franchement. 1,5 milliard. 1,5 milliard, non, d'abord, ce n'est pas du cash, c'est une ligne qu'on a ouverte et au fur et à mesure, on va libérer ces fonds-là. Mais je crois, à RDC, il y a plus qu'1 milliard. On a parlé tout à l'heure des détournements, des gens qui se construisent des immeubles, des exonérations qu'on a données aux individus. Beaucoup de Libanais que vous voyez ici, madame, des Libanais. Et ce qui est même grave, ces exonérations, on les a données aux étrangers, au lieu même de donner aux hommes d'affaires congolais. Donc les étrangers bénéficient plus que les nationaux. Oui, quand vous voyez ces exonérations, quelqu'un vient avec
15 milliards, qui vient avec 10 millions, avec 30 milliards, il va investir, il y a l'argent, on lui tue à des exonérations. Des petits Congolais qui se débrouillent, on ferme les restaurants, on ferme partout parce qu'il n'a pas payé la taxe. Vous voyez, je ne comprends rien. L'État n'a pas un plan ici pour que on parle d'avoir une classe moyenne, on parle d'avoir des riches Congolais, mais c'est une politique, c'est pas un discours. Il faut faire une politique discriminatoire en faveur des investisseurs congolais pour que eux soient en mesure de concurrencer. Parce que vous savez, madame, nous sommes maintenant dans la zone SADC. On est dans la zone, le président vient de signer aussi, nous venons d'entrer dans East Africa, donc Afrique de l'Est. Qu'est-ce qui va se faire? C'est qu'il y a libre circulation du commerce. Ces gens-là vont venir chez nous et nous, on doit aller dans chez le cadre eux. de la ZECLAF. Voilà. Mais malheureusement, nous n'avons rien à mener chez eux et auront tout à venir ici, c'est-à-dire ils prennent... La RDC a toujours la main tendue. Alors, vous comprenez, alors on parle d'un milliard, ok, c'est bien, c'est 1 milliard, on peut l'avoir, mais pour faire quoi? Dites-moi un projet de développement qu'on va faire sur base de la Banque mondiale. Vous êtes en train de nous dire indirectement que le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde, n'a pas raison de se réjouir. Hein? Non, on n'a pas de raison de se réjouir pour 1 milliard que la Banque mondiale doit nous donner. Moi, je pense qu'il y a de l'argent. Un pays riche, mais qui s'est réjoui pour 1,5 milliard. Il y a des milliards qui dorment. Vous savez, il y a la fraude massive dans les mines. Il y a des fraudes. Nous avons du pétrole, madame. J'étais à Mwanda. J'ai vu comment il y a des bateaux qui quittent les États-Unis, qui quittent Nigeria, qui prennent du pétrole dans notre océan. Et on ne sait pas combien ils prennent. On ne sait pas. Et depuis, j'ai eu les rapports des collègues, j'ai été visité par beaucoup de syndicalistes, beaucoup de travailleurs. Depuis presque 10 ans, il y a eu de nouveaux gisements de pétrole, mais le nombre de production de pétrole est resté qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire que ça n'augmente pas. Ça signifie quoi? On fraude. On ne dit pas combien ça part exactement. L'État perd beaucoup d'argent là-bas. C'est des millions de milliards. Il y a l'argent, excusez-moi. C'est consciemment ou inconsciemment? Non, c'est consciemment. Il y a des députés qui sont ici il y a des députés provinciaux au Bas-Congo. Vous avez déjà entendu parler de ça dans une chaîne de télévision ou au Parlement ici. Il y a des députés nationaux qui viennent de Mwanda. Il y a des députés nationaux qui viennent de Bas-Congo. Il y a même des députés nationaux qui viennent de toutes parts. Ils peuvent aussi parler de ces dossiers. Ce n'est pas le problème des députés, mais quand je dis, c'est au moins les gens qui habitent là-bas qui devaient avoir la maîtrise des dossiers amenés au niveau national pour dire non. Mais monsieur du gouvernement, vous cherchez l'argent, mais il y en a. Il y a des gens qui viennent puiser de l'argent ici. Ils vont des milliards. Vous savez, je ne vais pas citer des noms. Vous savez, il y a des gens ici qu'on a cités, des juifs, des arabes, qui sont dans des mines, qui sont venus pauvres. Ils se sont enrichis sur les contrats léonins. C'est l'argent du Congo, les pouvoirs qui étaient là, ils donnent des prêts. Non, il prend une personne qui prend la charge de l'entreprise alors que l'entreprise n'existe pas. On demande à la GECAMINE de vendre les gisements à moins cher à cet individu. Cet individu prend le lendemain, il va vendre ça à des milliards, il devient milliardaire. L'État a perdu de l'argent et puis on se plaint, on dit non, on a besoin d'un milliard, on va se promener partout. Un instant, je termine. Quand ils arrivent là-bas, et puis ce pays-là, là-bas, on dit, tu viens du Congo, mais un tel, nous savons qu'il est dans la fraude, et c'est un milliardaire, et ce milliard, il vole au Congo, il prend au Congo. Alors, moi qui suis dans le monde du travail, bon, peut-être vous n'êtes pas dans le monde du travail. Moi, les informations que moi j'ai, l'association... Les journalistes ne sont pas dans le monde du travail. Mais j'ai dit peut-être parce que apparemment, vous abordez la question comme s'il y avait des doutes. Il n'y a pas de doute que on nous vole de toutes parts. On vole. Il n'y a pas de doute qu'il y a plus d'argent ici qu'aller chercher à la Banque mondiale. Je n'ai rien contre la Banque mondiale. Mais je suis un syndicaliste. Je suis dans les réseaux des syndicalistes mondiaux. J'ai des informations. Il n'y a pas un seul pays au monde où la Banque mondiale a aidé pour se développer. Il n'y en a aucun. On peut citer aucun pays. Même pas l'Europe. Vous voyez. Donc ici, chaque pays se concentre sur ses richesses internes. Et la RDC n'est pas un pays qui doit se plaindre. La RDC malheureusement, elle est en train de se plaindre. Hein? Voilà, justement, en train de quémander 1 milliard, d'attendre 1 milliard.
à la Banque mondiale, alors qu'il y a 2 milliards. 1,5 milliard alors qu'il y a, comme vous l'avez dit, partant de ce que vous avez affirmé sur ce plateau, qu'il y a des expatriés qui viennent s'enrichir ici, mais la RDC tend la main pour 1,5 milliard et certaines personnes s'enrichissent ici. Comment nous pouvons expliquer? Parce que même dans le milieu de ces expatriés, on retrouve également des Congolais. Oui, mais madame, je venais de suivre ici chez vous, nous venons de suivre avec vous. Il y a une ONG qui nous a dit ici que chaque année l'État perd 12 milliards. Ça dit c'est de l'argent cash. Le Congo n'est pas à vendre. Et on perd 12 milliards. Pendant au lieu de chercher les 12 milliards qu'on perd, de boucher les 12 milliards qu'on perd, on court, on va chercher 1 milliard 500 dans la facilité, parce que là on vous donne, vous prenez tout de suite. Mais ici on vous dit que dans certains secteurs il y a 12 milliards et ce n'est pas le seul secteur. Tous les secteurs mis ensemble, la FEC aussi avait fait un rapport, j'ai lu ça en 2012 ou 2019, disant que chaque année l'État perd 15 milliards. Monsieur Albert Youma, j'ai suivi. Ce sont les organisations réunies au sein de la structure Le Congo n'est pas à vendre qui alerte et nécessaire d'alerter. Juste, on ne fait que on ne perd pas des millions, des milliards s'il vous plaît. Alors lorsque vous dites on doit se taper les mains pour 1 milliard. En un jour, M. Dan Gettler, selon le rapport de Congo n'est pas à vendre, M. Dan Gettler s'enrichit, il a une somme qu'il reçoit chaque jour, mais on alerte, le Congo n'est pas à vendre, alerte le gouvernement, et les gouvernements, selon le Congo n'est pas à vendre, le gouvernement ne s'intéresse pas. Tout à fait. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes syndicaliste. Au regard des affirmations de cette structure qui regorge plusieurs ONG, le Congo n'est pas à vendre. Le silence du gouvernement face à ces différents rapports et les rapports que vous avez également cités ici. Comment peut-on expliquer ça? La complicité, madame. La complicité. Il y a la loi de la complicité. Lorsque Martin Luther King a dit ceci, un homme cesse de vivre lorsqu'il ne sait plus parler devant des injustices. Bien que vivant, mais il n'excesse plus. Nous n'avons plus la conscience collective en tant que pays, en tant que citoyen. C'est pourquoi dans ces pays, on fait les débats, même sur le soleil. Il y a des gens qui peuvent, quand on parle du soleil, quelqu'un peut dire, ah oui, ça existe, ça n'existe pas. Sur des choses normales, les gens veulent faire des polémiques, on veut perdre du temps, alors que la guerre aujourd'hui, c'est l'économique. La guerre, elle est économique. La guerre, ce n'est plus les armes et tout ça. Aujourd'hui, la guerre entre les États-Unis et la Chine et la Russie, l'Europe, ce n'est pas la guerre pour les armes, c'est la guerre pour avoir des richesses dans le monde. C'est cette guerre-là. Mais nous sommes là où tout le monde là se bat. Les États-Unis se battent avec la Chine pour le Congo. Les États-Unis se battent avec l'Europe pour le Congo. Les États-Unis se battent avec la Russie pour le Congo. Au cœur de plusieurs conflits. Mais le Congo veut vendre ses terres, veut vendre ses gisements minéraux à ces gens qui se battent pour venir ici. Nous, on se met à genoux pour aller commander les miettes là-bas, alors que même les 1 milliard là, vous savez, qu'on va donner, ça vient d'où? Ça vient les mêmes sociétés qui se sont enrichies ici, cotisent. Intel donne 300 millions, 500 millions, ils cotisent. On donne à la Banque mondiale. Monsieur Guikoukou, quelles leçons tirées aujourd'hui des premières étapes de la saga judiciaire avec l'affaire Matatampogno, Matatampogno sous map, Matatampogno en résidence surveillée et Matatampogno bénéficie d'une main levée de la résidence surveillée. Néanmoins, il devra donc de temps en temps rentrer devant la justice. Quelles leçons tirées de toute cette histoire? Madame, je vous ai dit tantôt, malheureusement, je vais peut-être vous décevoir. Je ne vais pas faire de commentaires sur cela. J'ai parlé ici de la corruption, de la loi du silence, de beaucoup de choses. Voyons la justice faire son travail, mais seulement pour un pays. C'est vraiment décevant. C'est décevant. Mais on a dit que le dossier est vide. Est-ce que vous voulez que la justice vraiment fasse ce que vous, les syndicalistes, vous voulez? Justement, c'est ça qui déçoit. Mais la justice a démontré que c'est vide. C'est ça. Ce qui déçoit, c'est que, d'une part, on crie, on alerte que quelqu'un a volé, sans tenir compte de son honneur, sans tenir compte de sa dignité, et au bout, on vient dire qu'il n'a rien volé.
Mais c'est après que la justice ait fait son travail. Madame. C'est pas parce qu'on alerte que la justice doit juste faire ce que les gens disent. La justice fait également son travail. Madame, c'est ça ma déception. C'est la déception de tous les Congolais. Vous pouvez prendre votre micro-baladère, questionner tous les Congolais. Je vous assure, 80% vous diront qu'ils sont déçus de ces pays parce que personne n'a demandé qu'on cherche Matata. Personne n'a demandé qu'on parle de ce Matata. On a alerté, on a écrit, on a parlé. Et ce sont les mêmes. Ils viennent dire, non, il n'a pas volé, il n'a rien. Vous voulez que je vous dise quoi? Je suis déçu, madame. Vous l'avez certainement entendu, les débats autour de la proposition de loi Noël Tchani, cette proposition que certaines personnes appellent la loi sur la congolité. D'autres disent non. Parlons de cette proposition de loi. Selon vous, est-ce que vous êtes d'accord avec les arguments de Noël Tchani? Bon, vous savez... Le verrouillage. On doit verrouiller certaines fonctions en RDC. Les problèmes naissent parce qu'on ne parle plus de la loi. Quand vous suivez toutes les polémiques c'est au nom des individus. Des individus maintenant. Ce n'est plus la loi qui fait problème. La loi en soi, comment on peut refuser une telle loi? En soi, sans prendre le nom d'un individu dans la République. Si on prend seulement cette loi-là, quel est un Congolais qui peut refuser ça? Si un Congolais refuse ça, mais il a un problème. On vous dit, vous êtes Congolais, oui. Donc, dit, un Congolais de père et de mère ne peut pas refuser cette proposition. Non, pas seulement Congolais de père ou de mère. Madame, même si vous allez aux États-Unis, même si vous allez en France, il y a certaines choses. Si tu es Congolais, tu deviens Français aujourd'hui, tu n'as pas accès à tout. Le fait que tu sois Congolais ne te donne... Tu peux être ministre. Chez eux, on a ouvert. Tu peux être ministre. Tu ne vas pas être le président de la République. Tu peux avoir accès à toutes les autres fonctions. Mais il y a certaines fonctions, encore que les niveaux qu'eux ont atteints, pour accepter tout ça, nous ne l'avons pas encore atteint. Madame, nous sommes dans un pays où, même au village, vous êtes du même village. Tous, vous êtes du même village. Si vous êtes au Kassan, on dira les Bakouas ceci, les Bakouas là. Si vous êtes de Panondo, on vous dira que les mous ceci, les mous là. Mais dans ces mêmes villages, les gens disent, vous êtes du nord, nous sommes du sud. Vous êtes de l'ouest, nous sommes de l'est. Dans les mêmes villages, ils disent, non, vous êtes de côté, il y a la forêt, les autres sont de côté. Il y a toujours des problèmes comme ça. Déjà, les gens qui sont dans les mêmes villages. Mais a fortiori, quand on va mélanger tout ça. Mais ce qui me fait moins problème, ce n'est pas les débats. Les débats intellectuels, moi je suis d'accord. Je suis d'accord que les gens qui ont des arguments, je suis inquiété. Parce qu'au lieu d'abord de parler de cette loi, les gens parlent déjà des hommes. Le débat est faussé, on ne peut plus raisonner. Dès lors qu'on parle déjà des hommes, on ne peut plus faire les débats parce que ça fausse tout. Chacun voit la personne dans ce qu'il est en train de dire. Or, une loi, ce n'est pas comme ça. Une loi est impersonnelle. Et même aller loin pour dire que cette loi divise, c'est une loi qui vient diviser. Est-ce que c'est le rôle de l'Église de demander à la population donc d'empêcher certaines initiatives des élus? Non, mais même le cardinal ne peut pas. Il n'est pas député. Ce rôle-là est chez les députés. Mais je me souviens, j'attaque un peu les cardinals, parce que le cardinal lui-même a institué une loi dans les écoles catholiques, madame, si vous ne le savez pas. Il a dit, un enseignant dans les écoles catholiques doit être d'abord catholique. Si déjà les postes d'enseignants, ça représente quoi dans un pays? Déjà, donc il n'a pas raison de parler de division. Un instant, laisse-moi un peu terminer. Déjà un enseignant, vous pouvez prendre même un Congolais. Quand vous allez au Rwanda, il y a des enseignants congolais. Il y a des Congolais qui sont des enseignants. Ce sont des petites fonctions qui sont dans une école. Ça n'a aucune incidence dans la... Là, le cardinal, lui, a dit, il a verrouillé. Vous ne pouvez pas être simple enseignant dans une école catholique sans être catholique. Mais ce n'est pas le cardinal qui peut parler de ces dossiers. Parce que personnellement, nous avions dit, c'est contre la loi, contre le code du travail, qui dit on ne peut pas tenir, on ne peut pas faire de discrimination en ce qui concerne l'obtention d'un emploi. Pour donner un emploi, vous ne pouvez pas voir la race de quelqu'un, vous ne pouvez pas voir la religion de quelqu'un, vous ne pouvez pas voir la tribu de quelqu'un. Mais déjà, le cardinal, lui, a instauré cette loi-là contre la loi. Il a instauré ces principes contre la loi du travail, contre le code du travail.
Alors, mais au niveau plus élevé du sommet, je crois, je suis désolé, en tout cas je suis sincère avec lui, ce n'est pas lui qui peut donner ces modèles-là, parce que déjà au niveau plus bas, on regarde maintenant de voix qui s'élèvent par-ci par-là. Est-ce que c'est encore nécessaire, est-il nécessaire ou opportun pour l'Assemblée nationale de débattre autour de cette proposition de là? Parce que vous avez suivi, il y a la voix de sans voix qui démontre même qu'on puisse d'abord surseoir cette loi. Non, madame, moi je voudrais, comme je vous ai dit, les députés doivent faire leur travail. Les députés doivent faire leur travail. Ils doivent faire leur... On ne peut pas accepter la démocratie, sinon là aussi ça devient une dictature, des gens qui ne veulent pas de cette loi. On est dans une république. Dans une république, c'est que les opinions doivent diverger sur beaucoup de questions. C'est normal, parce que nous sommes dans la démocratie. Si toi tu es pour une loi, tu dis je suis pour cela. Si l'autre est contre, vous dites vous êtes contre. Mais il faut que la raison... Il faut qu'on voie la raison. Parce que si on enlève, comme je vous dis, si on enlève les noms des individus, ou si les individus, chaque camp qui a les noms des individus, si on enlève ça, cette loi-là générait en quoi? Cette loi ne gêne pas. Parce que même si vous êtes des pères et des mères, tout le monde ne sera pas président de la République, madame. C'est une bataille inutile. Parce que même si on laisse ça, tout le monde n'arrivera pas au poste. Il n'y a qu'un seul président par mandat et nous sommes plus de 80 millions. Même si on fait la probabilité en mathématiques pour voir, c'est moins 0, tout ça pour que chacun soit président de la République. C'est-à-dire même des pères et des mères, moi je suis des pères et des mères congolais, mais la probabilité d'être président de la République c'est trop faible. C'est trop... Alors je ne vais pas concentrer mes efforts, au lieu de concentrer mes efforts dans ce qui est normal, dans ce qui est vital, je vais me battre pour des choses où même, peut-être si on laisse ça, je ne serai même pas là. Alors, non, c'est trop d'efforts pour rien. Il y a d'abord la manipulation. Vous savez, les politiciens sont trop manipulateurs. En un mot, parce qu'on doit prendre le dernier dossier de Info 7 de ce dimanche. En un mot, hein, finissez donc votre idée. Non, j'ai dit que pour moi, les députés doivent faire leur travail en âme et conscience. C'est tout. Il n'y a pas à menacer. Déjà, si les gens menacent, on n'est plus en démocratie. Si les gens disent, mais attends, il y a d'autres lois qu'on a votées déjà pour être à la Banque centrale. On a mis une loi votée par tous ces politiciens-là, y compris leurs députés. Ils ont mis pour un petit poste, les gouverneurs, mais on peut prendre même un blanc pour être gouverneur, c'est une entreprise. Voilà. Mais ils ont accepté que là, il faut être des pères et des mères. Mais pour une nation. Bon, je ne vois pas de problème, moi, personnellement. Voilà, madame, monsieur, prenons à présent ce dernier dossier. Vous le savez, la Chambre basse du Parlement a prorogé pour la 4e fois l'État 2 sièges décrétés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les détails dans ce dossier. La 12e réunion du Conseil de ministres du gouvernement de la République a été présidée ce vendredi 16 juillet 2021 par le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation et relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 1. De la communication du Premier ministre chef du gouvernement. La communication du Premier ministre a porté sur 4 points, à savoir 1. De l'approbation du programme du gouvernement avec le Fonds monétaire international. Dans sa communication, le Premier ministre chef du gouvernement a officiellement annoncé aux membres de son équipe l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international de l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit de 1,52 milliard de dollars américains. Cet accord permet le décaissement immédiat d'environ 216,9 millions de dollars américains pour renforcer les réserves internationales. Cette enveloppe financière soutiendra un programme de réformes structurelles ambitieux visant à promouvoir une croissance économique durable en intensifiant la mobilisation des recettes intérieures, améliorant la gouvernance et renforçant la politique monétaire. Chers collègues, voici les résultats du vote.
sur 339 députés qui ont pris part au vote. 337 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. 2 députés se sont abstenus. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Il sera transmis pour examen en seconde lecture au Sénat. Monsieur Guy Coucou, la Chambre basse du Parlement a publié la semaine le calendrier pour la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Mais une question, à un moment on a entendu la CDT comme l'intersyndicale nationale du Congo qui a haussé les tons pour exiger à ce que les travailleurs soient également représentés au sein de du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Malheureusement, on ne retrouve pas le travailleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, malheureusement, cette loi n'a pas résolu le problème. N'a pas résolu le problème. Le problème qui est là, que cette commission, on l'appelle indépendante. Elle est indépendante vis-à-vis de la politique. Elle est indépendante vis-à-vis des autres institutions. Malheureusement, on a injecté dedans des acteurs qui devaient être de la société civile, parce que dans un match sur terrain, madame, si on joue, on doit trouver un arbitre. Si le Congo, la RDC joue avec la Tunisie, on doit prendre un arbitre qui est ni du Congo, ni de la Tunisie. Mais si vous trouvez que l'arbitre, on doit le choisir qu'entre le Congo, et là, ça va poser problème, parce qu'il y a parti pris. C'est ce qu'on a fait. Les politiciens sont plus nombreux dedans que la société civile, et on dit c'est une commission indépendante. C'est une commission politique. Cette commission-là est extrêmement politique, et on a fait là ça, on va dire les mêmes causes vont donner. Mais l'Union sacrée de la nation parle de la meilleure loi qu'a eu la République démocratique du Congo. Mais l'Union sacrée, aujourd'hui c'est l'Union sacrée, hier c'était FCC. FCC, quand on parlait de cette loi, ils disaient que c'était la meilleure loi. Aujourd'hui, les gens de FCC n'étant plus au pouvoir, c'est eux qui sont les premiers aussi à dénoncer. Mais aujourd'hui, la loi a déjà été promulguée même par le président de la République. Mais ça ne se dérobe pas aux critiques. Même si le président de la République, malheureusement, a promulgué une mauvaise loi. Une loi qui ne laisse pas la neutralité. Une loi qui va se buter dans des problèmes. D'ailleurs, vous verrez, quand on va désigner des craignez? Madame, si vous voulez, réinvitez-moi dans 2 ou 3 semaines, lorsqu'on aura désigné les acteurs, vous aurez la polémique et posez-moi la question sur cela. Je vais vous poser à cette question ce que j'ai craint. Parce qu'on ne peut pas parler d'une institution indépendante vis-à-vis de politique, parce que c'est une institution qui va voter les politiques. Et vous mettez encore des politiques dedans, mais chacun va vouloir que les résultats se penchent vers son côté. Ils vont se battre d'abord à l'intérieur de cet organe-là. Ça ne va pas bien fonctionner. Mais pourquoi le travailleur ne sont pas... Votre revendication n'a pas eu des réponses favorables? Tout simplement par la mauvaise foi. Parce que d'abord, nous avions dit, on ne peut pas, vous savez, on a... Vous ne pèsez pas. Non, ce n'est pas qu'on ne pèse pas. Les travailleurs ne pèsent pas. Non, vous savez que nous pèsons plus que... Qui pèsent plus que nous? Mais comment on n'a pas pris en compte votre demande? Il y a même des partis politiques qui n'ont pas la représentativité de mon syndicat. Je suis désolé, mon syndicat est à travers toute la République, dans toutes les entreprises, dans les administrations de l'État, à travers la République. Il y a des partis qui sont à Kinshasa ou qui sont seulement au Bas-Congo. Et parce qu'ils sont en politique, ils ne sont pas plus représentatifs que nous. Non, au contraire. Moi, je vous parle ici, je représente les opinions réunies de la République, des travailleurs, fonctionnaires et même dans le secteur privé. La représentativité est là parce que tout le monde sait que les syndicats existent. Ça, personne ne peut rêver, même s'il sort de
du cimetière, il ne va pas dire que les syndicats n'existent pas. Les syndicats existent, sauf qu'ils ont peur. Les politiciens, généralement, ils ont peur de l'indépendance des syndicats. Parce que, vous savez, les syndicats, ce sont des gens qui disent des choses. Il y a des choses que les syndicats disent que les politiciens n'aiment pas. Parce que le syndicat, lui, il est au milieu du village. C'est vraiment au milieu du village. Ce n'est pas parce qu'il y a ceci. Et la faute aussi, c'est aux confessions religieuses. Les confessions religieuses devaient être... Parce que dans les accords d'Addis Abeba, hein, quand vous regardez ça, la société civile, dans les acteurs de la société civile, tels que définis dans le code d'Addis Abeba, c'est les syndicats, les églises et puis les autres. Donc les syndicats sont en premier. Quand c'est arrivé ici au Parlement, quand on a fomenté, boutiqué cette loi-là, le PPRD et ses alliés de FCC à l'époque ont dit non, si on donne aux gens indépendants, nous n'allons pas contrôler les résultats et donc nous n'allons pas. La conséquence, c'est qu'on a fait la publication des résultats en nommant les députés. On a nommé les députés. Vous avez suivi lors de la publication, les députés de PPRD commençaient à contester d'autres députés de PPRD dans les conditions pour dire celui-là n'a même pas été, moi j'ai été plus représentatif. Et dans tous les partis, c'était comme ça. Parce que celui qui contrôle la CENI, il va tricher dans l'examen, dans la publication du résultat et ça va être l'objet de la contestation malheureusement. L'état des sièges vient d'être prorogé pour la 4e fois. Comment aujourd'hui la Confédération démocratique du travail voit le travail qui est en train d'être fait dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu? Oui, je pense que c'est une bonne chose. D'abord, la période que la Constitution a prévue, c'est une courte période. On ne peut pas... Un problème qui s'est enraciné depuis plus de 20 ans, vous allez donner 15 jours à un état d'essai pour régler quel problème. Franchement, il faut être réaliste, il ne faut pas rêver. Moi, et selon vous, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un peu plus de temps pour régler ces problèmes-là. Parce que même dans la mise en place, dans les 15 jours, il y a la mise en place de l'état d'essai, des gouverneurs, de la nomination, tout est dans ce délai-là. Donc il faut une loi. Il faut une loi. Il fallait chercher une autre possibilité de donner même 6 mois, même une année. Parce que ce sont des problèmes qui sont très complexes à régler. Ça ne se règle pas juste avec une loi, on a mis un gouverneur militaire et puis on a envoyé les militaires, ça se règle. Non, vous avez suivi... J'ai suivi dans les réseaux sociaux une vidéo. Quand on a attrapé la complicité, on dit même les chefs du village. Donc ce n'est plus nous, on pensait que c'était des militaires, les gens en armes, mais tout le monde est dedans. Il y a les chefs du village dans ce territoire-là qui sont des complices, qui ne s'entendent pas avec tel. Alors, vous voulez dans 15 jours-là régler quel problème? Dikoupou, il faut chercher plus. C'est fini pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot? Vous avez quelques secondes pour vous exprimer. Merci. Je crois notre pays est à la croisée des chemins. Ce que je demande au président de la République, au gouvernement, il faut mettre en place des bons piliers, des piliers pour régler les problèmes de la République, c'est-à-dire les piliers de dialogue social. Ce que je regrette, c'est que les premiers ministres, les présidents de la République n'ont pas encore mis jusqu'à présent un cadre de dialogue avec les acteurs sociaux, notamment dans le monde du travail. Or, il n'y aura pas de développement de la RDC sans les travailleurs. Il n'y aura pas de développement sans cadre du dialogue pour traiter et suivre régulièrement les problèmes qui se posent dans le monde du travail. Et ça, nous sommes en train de demander. On a demandé ça à M. Kabila, Joseph, il avait refusé. On sait comment ça s'est passé et on sait dans quel état il a laissé les fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires. Nous sommes en train de demander ça à M. Félix. La même chose et à son gouvernement. Et le gouvernement Ilunga Nkama a refusé la voie du dialogue avec les travailleurs. Les résultats, nous savons que même aujourd'hui, les ministres de son gouvernement, semble-t-il, devaient marcher la fois passée pour chercher leurs droits. J'ai entendu ça dans la semaine. Donc, vous voyez que quand il n'y a pas un cadre pour sécuriser tout le monde, dans tous les pays, c'est la loi qui sécurise. Mieux vaut être sécurisé par une loi que d'être sécurisé par un camp politique. Parce que le pouvoir, c'est pour un temps. Quand vous n'êtes plus au pouvoir, vous êtes soumis à la rigueur de la loi comme tout citoyen. Et il faut qu'il y ait de bonnes lois qui garantissent les bons vivres, les sociales, les pouvoirs d'achat de tout le monde pour que tous nous soyons à l'abri.
Voilà, madame, messieurs, c'est fini pour notre rendez-vous de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Surtout, une bonne nouvelle pour vous, Congo Web Télévision, désormais sur satellite KV Band 2.8, si je ne me trompe pas. Freddy Kipimo, je pense que c'est ça. Donc, rejoignez-nous également sur satellite, désormais à travers le monde. Vous allez suivre Congo Web Télévision. Merci de nous avoir suivis et surtout merci à toutes ces personnes qui nous font parvenir leurs questions, mais également à ceux-là qui apportent leur contribution aux différentes questions, différentes préoccupations également. Et surtout, merci de rester fidèle à Congo Web Télévision. Je l'ai toujours dit, Info 7, l'émission de Congo Web Télévision, Info 7, votre émission, Info 7, notre émission. Au revoir.